Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Imaginez-vous quitter votre maison pour quelques semaines, en la confiant à votre propre enfant, et revenir pour y trouver des inconnus. C'est le cauchemar que je n'aurais jamais cru possible. Je m'appelle Hélène, et avant de vous plonger dans le chapitre le plus sombre de ma vie, je voudrais vous poser une question. D'où nous écoutez-vous ce soir? Laissez un commentaire, je lirai chaque mot. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début, avant que tout ne vole en éclats. J'avais une petite maison chaleureuse. Rien de grandiose, rien qui ne ferait la une d'un magazine. Mais elle était à moi. Chaque recoin portait des années de souvenirs. La cuisine où mon défunt mari fredonnait de vieilles chansons en préparant le café. Le salon où les anniversaires se transformaient en soirées de rires bruyants. Et le perron où je m'asseyais avec une tasse de thé pour regarder les saisons changer. Pour moi, cette maison n'était pas seulement des murs et des briques. C'était des racines, une sécurité, et le dernier fil me reliant aux personnes que j'avais perdues. Mon fils a grandi entre ces murs. Petit garçon, il courait dans le couloir en chaussettes, glissant sur le parquet, son rire résonnant plus fort que la vieille horloge comtoise. À l'époque, je le voyais comme un être doux, curieux, un peu espiègle, mais avec un bon cœur. Il était mon unique enfant, et après le décès de son père, je lui ai donné chaque once d'amour et de sacrifice que je pouvais. Mais le temps a une façon de mettre les liens à l'épreuve. En grandissant, la tendresse en lui s'est durcie pour devenir autre chose. Il est devenu agité, toujours à la poursuite de la prochaine chose qui brille. L'argent, le statut, l'attention. Il a commencé à me voir moins comme une mère, et plus comme. Je le sentais dans la façon dont il soupirait quand je demandais de l'aide pour les courses, ou comment il levait les yeux au ciel quand je racontais de vieilles histoires. Un fardeau, c'est ce que j'étais devenu pour lui, bien qu'il ne l'ait jamais dit ouvertement. Quand ma santé a commencé à décliner, j'ai dû m'absenter un moment. J'étais tombé, je m'étais fracturé la hanche, et les médecins ont insisté sur un programme de rééducation approprié en maison de convalescence. Au début, j'ai résisté. L'idée de quitter ma maison, même temporairement, me remplissait d'effroi. Mais mon fils a dit « Maman, tout ira bien. Concentre-toi sur ta guérison. Je m'occupe de tout ici. » Ces mots sonnaient comme un réconfort, mais il y avait une pointe d'acuité dans son ton, presque comme s'il était impatient que je ne sois plus dans ses pattes. Pourtant, je voulais le croire. Je me suis dit qu'il était juste stressé. Je me suis dit qu'il m'aimait au fond de lui, même s'il était un peu brusque. Je lui ai confié la seule chose qui comptait le plus après ma propre vie. Notre maison, le centre de rééducation n'était pas horrible, mais ce n'était pas non plus chez moi. La nourriture était fade. Les couloirs sentaient légèrement le désinfectant, et les nuits s'étiraient en longueur. J'ai travaillé dur. Cependant, déterminé à marcher sans douleur, à retrouver un peu de force. Je comptais les jours jusqu'à mon retour sur mon perron, auprès des rosiers que je soignais chaque printemps, des photos encore accrochées dans le couloir. Ce que je ne savais pas alors, c'est que pendant que j'apprenais à me tenir à nouveau debout, mon fils complotait pour me retirer le sol sous les pieds. Avec le recul, il y avait des signes, des petites remarques qu'il faisait lors de ses rares visites. La maison est trop grande pour toi, de toute façon. Ou encore, pense à tout l'argent qui dort dans ces murs, maman. Tu réalises combien ça vaut? À l'époque, je pensais que c'était des paroles en l'air, le genre de bêtises que les jeunes disent quand ils rêvent d'argent facile. Je n'aurais jamais imaginé qu'il mettrait ses pensées en action. Après tout, c'était mon enfant, le garçon que j'avais bercé pour l'endormir, le garçon que j'avais défendu à l'école quand les autres s'en prenaient à lui. Mais quand on est aveuglé par l'amour, on ne voit pas toujours le loup se former dans son propre salon. Le jour de mon départ du centre est enfin arrivé. J'étais pleine d'espoir. Je me souviens m'être agrippé à mon sac, rempli de nouveaux exercices et des encouragements des thérapeutes, en me disant « C'est un nouveau chapitre, nous serons plus proches ». Peu,
Être qu'il verra les efforts que j'ai faits pour aller mieux. Ce que je ne réalisais pas, c'est que le chapitre qui m'attendait n'était pas celui de la guérison, c'était celui de la trahison. Cette maison, celle dans laquelle j'avais mis des décennies de mon âme, n'était plus la mienne, et cette vérité allait me frapper plus durement que n'importe quelle chute, n'importe quel os brisé, ou n'importe quelle perte que j'avais endurée auparavant. Le trajet de retour du centre de rééducation ressemblait à un tour de victoire. Mon corps était encore endolori, mais je pouvais marcher avec moins de douleur. Et dans mon cœur, je portais une étincelle de fierté. Je n'arrêtais pas d'imaginer le moment où je remettrais le pied sur mon perron, où je sentirais le bois rugueux sous ma paume, et où je déverrouillerais la porte d'entrée pour retrouver l'odeur de chez moi. Mais lorsque le taxi s'est arrêté dans ma rue, j'ai remarqué quelque chose d'étrange avant même d'atteindre l'allée. Les rideaux du salon avaient disparu, remplacés par des stores que je n'avais jamais choisis. Les pots de fleurs que je gardais près des marches manquaient. Mon rosier, celui que je soignais depuis près de 20 ans, semblait avoir été taillé à la hache par des mains maladroites. J'ai pensé, peut-être qu'il a juste redécoré, pour essayer de me faire une surprise. La surprise m'attendait, en effet, mais pas celle qui apporte la joie. Quand j'ai ouvert le portail, une femme que je n'avais jamais vue est sortie de ma maison. Elle n'était pas surprise, ni même polie. Elle m'a toisé de haut en bas comme si j'étais une intruse sur ces terres. « Je peux vous aider » demanda-t-elle, la voix froide. Ma gorge s'est nouée. C'est ma maison. Qui êtes-vous? Son expression a à peine changé. Nous avons acheté cette maison le mois dernier. Les papiers sont au nom de mon mari. J'ai cru avoir mal entendu. Mes oreilles bourdonnaient comme après un coup violent. J'ai secoué la tête. Non, vous ne comprenez pas. C'est ma maison. Mon nom est sur l'acte de propriété. Mon fils est là. Où est-il? La femme a simplement haussé les épaules. Vous devrez voir ça avec lui. Et puis, elle a fermé la porte de ma maison. Je suis restée là sur le perron, tremblante, mon sac toujours serré dans ma main. Un voisin est sorti de l'autre côté de la rue, a hésité, puis s'est rapidement détourné comme s'il ne m'avait pas vu. Mes genoux ont failli flancher alors que j'essayais de comprendre l'impossible. Quand j'ai finalement retrouvé mon fils plus tard dans la soirée, il n'a pas pris la peine de s'excuser ou de montrer des remords. Il a souri narquoisement, presque amusé par mon choc. « Maman, dit-il en se penchant en arrière sur sa chaise, les bras croisés comme un roi tenant sa cour. Tu ne pouvais plus entretenir la maison. Tu es trop vieille, trop fragile. Je l'ai vendue. Tu devrais me remercier. Je ne pouvais plus respirer. Toi, tu as vendu ma maison? La maison que ton père a construite? Sans me le demander? » Ses yeux se sont durcis. Aucune trace du garçon que j'avais bercé autrefois. Tu m'as laissé toute la responsabilité. Sais-tu la pression que c'était? J'ai réglé le problème. J'ai transformé un poids mort en argent. Sois reconnaissante de ne plus avoir à t'en soucier. Reconnaissante. Il voulait que je sois reconnaissante. La trahison m'a blessé plus profondément que les mots ne peuvent le dire. Ce n'était pas seulement une maison qu'il avait vendue. Il avait vendu mes souvenirs, ma sécurité, ma place dans ce monde. Il m'avait déraciné, comme si je n'étais rien de plus qu'un vieux meuble qui encombrait sa vie. J'ai essayé de me défendre. Je lui ai dit que je n'avais jamais rien signé, qu'il n'en avait pas le droit. Mais c'est alors qu'il a révélé la partie la plus laide. Il avait falsifié ma signature. Le notaire, les signatures, tout avait été soigneusement arrangé avec des mensonges. « Ne fais pas de scène, maman, » dit-il, la voix dégoulinante de moquerie. « Tu ne feras que te ridiculiser. Personne ne te croira de toute façon. Tout le monde sait que tu as été en rééducation. Tu auras l'air instable. » Ce mot, instable, est resté en suspens dans l'air, comme un poison. Il ne se contentait pas de prendre ma maison. Il prenait ma dignité, ma réputation, et les transformait en armes. J'ai quitté son appartement hébété, traînant mon sac derrière moi comme s'il pesait une tonne. Les rues que j'avais arpentées toute ma vie me semblaient soudain étrangères.
hostile. Chaque lumière de porche semblait me juger. J'étais devenue la femme sans foyer, la mère trahie par son propre enfant. Cette nuit-là, je me suis assise sur un banc, devant l'église du quartier. J'ai joint les mains, et j'ai murmuré. « Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter cela ?» Mais le silence ne m'a pas donné de réponse. Seul le vent froid a répondu, mordant à travers mon manteau. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris ce que signifiait être complètement déraciné. Pas seulement physiquement, mais spirituellement. La seule personne qui aurait dû m'abriter m'avait jeté dans la tempête sans une seconde pensée. Et ce n'était que le début de l'humiliation que j'allais endurer. J'aimerais pouvoir vous dire que j'ai trouvé une solution rapide, que quelqu'un est intervenu pour réparer les torts, mais la vie n'est pas un conte de fées. Le lendemain, je me suis réveillé sur un canapé d'emprunt, le dos raide et l'esprit encore plus ankylosé. L'amie qui m'a hébergé l'a fait à contre-cœur. Elle avait sa propre famille, ses propres problèmes. Et bien qu'elle sourit poliment, je sentais le poids de ma présence peser sur elle. C'est une chose de rendre visite à quelqu'un pour le thé. C'en est une autre de le regarder déballer un petit sac de vêtements, essayant de se faire une place dans le coin de la vie d'un autre. J'ai essayé de rappeler mon fils, désespéré du moindre signe de remords. Il a décroché une fois, la voix sèche, impatiente. « Arrête de m'embêter, maman. Tu agis de façon pathétique. La maison est partie, passe à autre chose. » Puis est venue la pique qui m'a laissé sans voix. « Tu devrais être reconnaissante que je ne t'ai pas jeté à la rue moi-même. » Il a raccroché avant que je puisse répondre. À partir de ce moment, il a ignoré mes appels. Parfois, il bloquait mon numéro pendant des semaines. J'entendais des bribes de ragots, des voisins, des chuchotements qui se propageaient plus vite qu'un feu de paille. Elle a perdu la tête, elle était en cure. Son fils a dû prendre le contrôle. Des mensonges qu'il avait plantés pour protéger son image. Un après-midi, je suis passé devant la maison qui était la mienne. Je suis resté de l'autre côté de la rue à regarder des enfants inconnus courir dans le jardin, leurs jouets éparpillés sur l'herbe où se trouvait autrefois mon rosier. Mon fils était sur le perron, riant bruyamment avec un groupe d'amis, un verre à la main. Il n'avait pas l'air d'un homme rongé par la culpabilité. Il avait l'air d'un homme qui avait échangé sa mère contre des applaudissements. Cette vision m'a brûlé plus profondément que n'importe quelle blessure. Il n'avait pas seulement pris ma maison. Il avait déformé l'histoire pour que je paraisse être la méchante de sa pièce de théâtre. L'humiliation s'est étendue à tous les aspects de ma vie. Les réunions de famille. On m'a discrètement retiré des listes d'invitations. Mariage, anniversaire, même les funérailles. J'en entendais parler après coup, bien après que les photos aient été publiées en ligne. Les proches chuchotaient que j'étais instable ou trop fragile. Mon fils les avait empoisonnés avec sa version des faits, et il était plus facile pour eux de croire son histoire que d'affronter la laideur de ce qu'il avait fait. J'ai appris ce que la solitude signifiait vraiment. Ce n'était pas seulement être sans toi, c'était être effacé de sa propre lignée, traité comme une tâche qu'on préférerait faire disparaître. Ces nuits-là, allongé, éveillé, dans des chambres d'amis ou des foyers, mon esprit rejouait chaque souvenir de lui enfant. Ses premiers pas, la façon dont il s'accrochait à ma jupe quand il était timide, comment il a pleuré à la mort de son père, et je lui ai promis que nous resterions toujours unis. Chaque souvenir se transformait en un couteau. Comment ce petit garçon tendre était-il devenu cet homme cruel? Mais le chagrin a une façon de fermenter en autre chose, si on le laisse reposer assez longtemps. Au début, j'ai supplié le Seigneur de me donner des réponses, puis je l'ai supplié de me donner de la force, et lentement, une pensée différente a commencé à germer dans ma poitrine. S'il me pensait faible, peu être l'avais-je été. Peu être avais-je fait confiance trop aveuglément. Mais la faiblesse ne dure pas éternellement, et je le connaissais mieux que quiconque. Je connaissais son avidité, ses raccourcis, son arrogance. Un soir, alors que j'étais assise seule dans un foyer silencieux,
Je me suis murmuré. Il se croit intouchable, mais il a oublié qui lui a appris à marcher. Il a oublié quel nom il porte. Je ne savais pas encore exactement ce que je ferais, mais la première étincelle de résolution s'est allumée en moi cette nuit-là. Cela n'a pas effacé la douleur. Cela n'a pas effacé l'humiliation. Mais cela m'a donné quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Une direction. Et une fois qu'une mère trouve sa direction, même le fils qui l'a trahi devrait avoir très très peur. On pense souvent que la vengeance frappe comme la foudre, soudaine, brûlante, incontrôlable. Mais dans mon cas, elle est arrivée comme un murmure, une graine plantée dans le silence, arrosée par l'humiliation et nourrie par chaque mot cruel que mon fils m'avait jeté. Tout a commencé par une rencontre fortuite. Un après-midi, en quittant le local du Secours catholique avec un sac de pain, j'ai croisé un vieil ami, Monsieur Dubois, un banquier à la retraite qui habitait autrefois dans ma rue. Son visage s'est illuminé en me reconnaissant, bien que j'ai eu à moitié honte qu'il me voie dans cet état. Nous nous sommes assis sur les marches de l'église et avons parlé. Je lui ai raconté une partie de ce qui s'était passé, pas tout, mais assez pour qu'il secoue la tête avec dégoût. « Hélène, dit-il, vous avez toujours été perspicace. Ne le laissez pas vous enlever ça aussi. » Ces mots m'ont marqué. Perspicace. J'avais presque oublié cette partie de moi-même. Avant que ma santé ne décline, avant que le chagrin ne m'émousse, je gérais les finances de notre famille. C'est moi qui suivais les factures, les hypothèques, les économies. Mon mari disait toujours que j'avais un esprit de comptable. Rien ne m'échappait. Cette nuit-là, j'ai sorti les quelques papiers que j'avais encore dans mon sac, de vieilles copies de numéros de compte, mon nom sur certains documents, des choses que mon fils avait probablement supposé que j'avais oubliées. Et plus je regardais, plus je réalisais qu'il avait été néglige, imprudent. Son entreprise, bien que tape à l'œil en apparence, était liée à moi d'une manière qu'il n'avait pas envisagée. Des années plus tôt, quand il m'avait supplié de l'aider à la démarrer, j'avais co-signé des papiers, lui avais prêté de l'argent, lui avais donné accès à des comptes. À l'époque, je pensais l'aider à se construire un avenir. En réalité, je m'étais donné la clé même de son empire. Je sentais mon cœur battre plus vite à mesure que la prise de conscience s'installait. Il pensait m'avoir tout pris, mais il m'avait laissé la porte grande ouverte pour que je reprenne tout. Pourtant, je devais être prudente. La vengeance est un plat qui se mange froid, certes, mais aussi soigneusement préparé. Un faux pas, et il me fermerait complètement la porte. Alors, j'ai commencé petit. Je me rendais à la bibliothèque municipale tous les jours, prétendant n'être qu'une vieille dame lisant des magazines, alors qu'en réalité, j'étudiais le droit des affaires, les droits de propriété et les réglementations bancaires. Je posais des questions discrètes au greffe local, reconstituant l'étendue de l'autorité légale que j'avais encore sur ces comptes. Plus j'apprenais, plus je me sentais forte. Pendant ce temps, mon fils paradait en ville. Inconscient, j'entendais des histoires sur les fêtes qu'il organisait, sa nouvelle voiture qu'il exhibait, se vantant de son intelligence pour avoir retourné une maison dont personne d'autre ne voulait. Si seulement il savait la tempête qui se préparait tranquillement en coulisses. Un soir, je l'ai aperçu à la fenêtre d'un restaurant, riant avec ses amis, se moquant ouvertement de moi. Elle est probablement en train de mendier à l'église à nouveau. Je l'ai entendu dire. Ses amis ont gloussé, levant leur verre. Je suis passé devant, le menton haut, mais à l'intérieur, je me suis fait une promesse. Tu ris maintenant, mais quand la poussière retombera, tu n'auras plus rien pour rire. Le plan s'est construit pièce par pièce. D'abord, j'ai confirmé que mon nom était toujours lié à ses comptes professionnels. Puis, j'ai découvert quelque chose d'encore plus savoureux. Il avait été néglige avec les impôts, brouillon avec la paperasse. S'il était poussé dans la bonne direction, son empire pourrait s'effondrer de l'intérieur. Plus je découvrais de choses,
moins je ressentais de peur. Au lieu de rester éveillé à désespérer, j'ai commencé à rester éveillé à calculer. C'était comme entrer dans une partie de moi-même que je n'avais pas touchée depuis des années. La partie capable, stable, inébranlable. Pendant des semaines, j'ai joué le rôle de la mère abandonnée, invisible et brisée. Pendant tout ce temps, je construisais l'échafaudage de sa chute. Et un matin, en regardant les papiers étalés devant moi à la bibliothèque, j'ai murmuré « Tu as pris ma maison, ma dignité, ma paix. Maintenant, je prendrai tout ce que tu as construit sur les eaux de ma confiance. » Ce jour-là, la mer qu'il croyait finie est revenue à la vie. Quand on est acculé, on peut soit se recroqueviller et disparaître, soit se relever, épousseter son tablier et se mettre au travail. J'ai choisi la seconde option, non pas parce que je me croyais courageuse, mais parce que l'indignité de l'impuissance avait un goût pire que le labeur nécessaire pour arranger les choses. J'ai commencé par là où vit l'avocate en moi, la paperasse. Il y a une clarté particulière dans l'encre et les tampons. Ils ne se souciaient pas des sentiments. Ils obéissent à la procédure. Pour une femme qui avait autrefois tenu des grands livres et rapproché des comptes aux heures calmes, c'était une bonne nouvelle. J'ai fouillé dans les papiers volants que je transportais dans mon sac depuis des mois. Relevés bancaires, anciens avis d'imposition, reçus, tout ce qui liait mon nom au petit empire de mon fils. Chaque morceau de papier était un petit caillou blanc, me ramenant dans la vie dont j'avais été expulsé. Mon premier geste fut simple et chirurgical. J'ai contacté la banque. Polie, lente, comme une vieille femme, dont la mémoire est parfois défaillante. J'ai posé des questions dont je connaissais déjà les réponses. J'ai attendu que l'employé répète des faits qui m'ont aidé à confirmer les liens juridiques. Il y a un aveuglement particulier chez les gens qui supposent que les personnes âgées sont inoffensives. Ils vous laissent entrer à la bibliothèque, mais ils ne s'attendent jamais à ce que vous lisiez le grand livre derrière le rideau. Cette sous-estimation est devenue mon avantage. Une fois que j'ai prouvé mes liens avec certains comptes, les co-signatures, une procuration dormante que mon fils avait supposée perdue, de petits investissements à mon nom, j'ai posé des pièges défensifs. J'ai demandé des gels temporaires, pas de manière spectaculaire ou bruyante, mais précise. Mettre une restriction sur les virements sortants en attente de vérification, signaler les comptes pour activité inhabituelle, demander une pièce d'identité à jour pour tout retrait dépassant un certain montant. La banque a obtempéré lentement, mais obéissant aux règles. Chaque retard que je plantais était un caillou dans sa chaussure. Il l'a remarqué, bien sûr. Les hommes qui construisent leur monde sur la hâte sont facilement déstabilisés par la patience. Au début, il en a ri, convaincu que la paperasse n'était qu'un simple inconvénient. Il aimait penser que l'argent le rendait invincible. Il ne comprenait pas comment une seule signature pouvait renverser son arrogance. Il m'a appelé 2 fois de suite, la voix montant comme de la vapeur. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?» A-t-il aboyé. « Pour qui te prends-tu à jouer avec mes comptes ? Tu vas le regretter. Tu as vendu ma maison, ai-je dit, froide comme le carrelage de la cuisine. Je m'assure simplement que tu ne puisses pas vendre le reste de moi-même. » Il a raccroché le téléphone comme un enfant en colère, puis a essayé d'autres ruses. Il a envoyé des courriels, menacé, envoyé des messages remplis du même venin qu'il arborait toujours en public, une dérision à peine voilée sous des airs de préoccupation. « Tu vas tout gâcher », a-t-il écrit. « Tu devrais être reconnaissante de ce que j'ai fait. Tu te crées des ennuis. » Il ne s'est jamais arrêté pour considérer ce que tout signifiait pour moi. La pression peut briser un homme bâti sur des choses fragiles. La pression de la banque fut d'abord un murmure, puis un étau qui se resserrait. Il a commencé à manquer des paiements de factures fournisseurs, car les fonds ne circulaient plus comme avant. Les fournisseurs s'impatientaient face aux chèques sans provision ou compensés en retard.
Son personnel, des gens qu'il avait embauchés avec des promesses et de l'arrogance, a commencé à chuchoter sur la stabilité. Les rumeurs voyageaient plus vite que ses excuses. Je n'ai pas célébré lorsque la première facture est restée impayée. Je n'ai ressenti ni joie ni triomphe. J'ai ressenti une satisfaction calme et constante. La justice, dans mon esprit, n'était pas un festin. C'était une correction. Il m'avait pris quelque chose. Je rééquilibrais la balance. Puis est venue la partie juridiquement satisfaisante. La paperasse qui me transférait le contrôle opérationnel. Parce que j'avais co-signé des prêts et que j'étais mentionné sur certains contrats, je pouvais intervenir, non pas comme une étrangère vengeresse, mais comme une partie prenante légitime. J'ai déposé les avis nécessaires, assisté à des réunions avec les membres du conseil d'administration de sa minuscule entreprise. Ils n'avaient jamais pris la peine de me présenter. Ils ont supposé que j'étais une relique inoffensive et ont insisté pour que la surveillance financière soit rétablie. Voir des hommes qui se pliaient autrefois à son charme, se plier maintenant à mon calme, fut un étrange baume. Le jour où je suis entré dans l'un de ces magasins, non pas comme une mère embarrassée, mais comme une femme avec autorité. Il était là. Il m'a vu de l'autre côté de la pièce. Son visage s'est décomposé en quelque chose entre l'incrédulité et la fureur. Il a essayé de lancer des insultes, de me faire honte devant le personnel et les clients. « Tu n'as rien à faire ici. C'est mon entreprise », a-t-il craché, le visage rouge. J'ai rencontré sa rage avec une immobilité qui a aggravé les choses pour lui. « Tu appartiens au passé que tu as choisi », ai-je dit calmement. « Ceci appartient à celui qui le garde honnête. » La directrice, une femme plus âgée qui m'observait depuis le début, s'est avancée, lui disant que la paperasse était claire. Les comptes avaient été restreints. Les contrats nécessitaient les signatures des deux parties. Il n'avait plus de raccourcis. Il a d'abord fait rage en privé, frappant aux portes closes, maudissant les guichets automatiques verrouillés. Puis il a fait rage en public, prenant d'assaut le conseil municipal pour se plaindre, se donnant en spectacle devant la banque. Il a crié que je lui avais volé, que j'avais utilisé le nom de sa mère pour prendre son gagne-pain. Tout le monde a vu l'ironie. Pour les habitants de la ville qui avaient assisté à toute la triste pièce, sa crise de colère ressemblait à la confession qu'elle était. Ce qui m'a blessé plus profondément que ses cris, c'est le regard qu'il m'a lancé lorsque la dernière transaction a été validée en ma faveur. Une incrédulité brute, la mâchoire serrée, mêlée à un sentiment de droit bafoué. Il avait passé des années à construire son personnage sur la croyance qu'il pouvait prendre sans jamais qu'on ne lui prenne rien. Pour la première fois, c'est lui qui se retrouvait les mains vides. Il a essayé de négocier, de supplier, des plaidoyers, qui étaient un écho amer des berceuses que je lui fredonnais autrefois. Il a offert des excuses qui sonnaient creux comme des pièces de monnaie. Il a promis de changer avec le même souffle qu'il utilisait pour excuser sa cruauté. J'ai écouté, car je ne suis pas sans cœur. J'ai seulement pesé ces mots à l'aune du grand livre de ma vie. Quand il a réalisé que l'entreprise n'était plus à sa portée, sa grossièreté s'est transformée en quelque chose de dangereux, des menaces superposées à des supplications, du poison mêlé de nostalgie. Il a exigé ses comptes, a parlé de poursuites judiciaires, a menacé de tout révéler et a essayé de m'humilier devant ceux que j'avais lutté pour protéger. Il est resté grossier jusqu'à la fin de l'épreuve de force, comme je le savais. Grossier parce que le repentir aurait été trop de travail. Et dans ce silence grossier et furieux, j'ai enfin senti la pièce retrouver son équilibre. Je n'avais pas seulement récupéré ce qu'il avait pris, j'avais récupéré une version de moi-même qui ne serait pas mise de côté par la cruauté. La maison était partie. Oui, mais la partie de moi qui portait un nom, une histoire et un esprit. Celle-là était toujours mienne. Je ne le laisserai pas les jeter à nouveau. Lorsque les comptes ont finalement échappé à son contrôle, l'empire de mon fils s'est effondré plus vite que je ne l'aurais jamais cru. C'était comme regarder un château de cartes s'écrouler.
pas à cause d'un grand geste, mais d'une douzaine de petites secousses. Les fournisseurs ont refusé de lui accorder du crédit. Les employés, fatigués des chèques sans provision, ont commencé à partir. Les amis qui remplissaient autrefois sa maison, sirotant des bouteilles coûteuses et se vantant de son succès, avaient soudainement d'autres obligations. Les rires qui roulaient autrefois de son perron se sont tus, ne laissant qu'une coquille vide d'homme arpentant les ruines de ce qu'il avait bâti sur mon dos. Au début, il m'a attaqué avec fureur. Il a appelé, envoyé des textos, s'est présenté à la bibliothèque où j'étais assise la plupart des matins, le visage rouge et la voix venimeuse. « Tu m'as ruiné. Tu comprends ce que tu as fait ? Je n'ai pas crié en retour. Je n'en avais pas besoin. Je fermais simplement mon livre, croisais les mains et disais « Je comprends parfaitement. Mon calme le rendait plus fou que mes mots n'auraient jamais pu le faire. Quand la rage l'a abandonné, il a essayé un autre masque. Le désespoir. Il s'est présenté un soir devant le local du Secours catholique, attendant près des marches. Ses épaules affaissées, les yeux grands ouverts, la voix plus douce. « Maman, dit-il. » Et pendant une seconde fugace, j'ai cru voir le garçon qu'il était autrefois. Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Tu es ma mère. On ne peut pas arranger ça ? Mais derrière son ton, l'arrogance couvait toujours. Il n'était pas désolé de ce qu'il avait fait. Il était désolé de s'être fait prendre. Il voulait récupérer son filet de sécurité, pas une réconciliation. Je lui ai dit « Tu as pris ce qui était à moi sans un regard en arrière. Je ne te laisserai pas recommencer. » Son visage s'est durci instantanément, comme de la glace se fissurant sous un froid soudain. « Tu le regretteras », a-t-il craché avant de s'enfuir dans la nuit. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons jamais eue. La communauté, les mêmes personnes qui avaient autrefois chuchoté sur mon instabilité, ont commencé à changer de regard. Ils l'ont vu s'effondrer en public. Sa colère, son amertume, ses reproches. Ils m'ont vu, moi, rester stable, me tenant avec dignité, malgré la tempête. Certains se sont excusés discrètement. D'autres m'ont évité par honte, mais l'équilibre avait changé. Pourtant, la victoire n'avait pas un goût sucré. Je n'ai pas dansé sur sa chute. Je n'ai pas exulté ni crié victoire au ciel. Au lieu de cela, je restais assise seule la plupart des nuits, fixant le plafond et me posant la même question. Comment en sommes-nous arrivés là ? Car sous les grands livres et les triomphes juridiques, il y avait toujours la douleur d'une mère qui avait perdu son enfant bien avant l'effondrement de l'entreprise. Je pleurais non pas l'homme qu'il était maintenant, mais le garçon que je tenais autrefois contre ma poitrine, le garçon qui m'avait promis qu'il prendrait toujours soin de moi. Ce garçon était parti, enterré sous l'avidité et l'arrogance, et aucune victoire ne pouvait le ramener. Je le voyais parfois titubant en sortant des bars, le visage plus mince, les vêtements froissés. Il se déplaçait comme un fantôme, hantant la ville, s'accrochant à des bribes de fierté. Les gens traversaient la rue pour l'éviter maintenant. Les mêmes qui s'accrochaient autrefois à son argent lui tournaient le dos. Des voisins m'ont demandé si je me sentais coupable, si j'aurais peu être dû lui pardonner. Après tout, à chuchoter une femme, c'est toujours votre fils. J'ai souri sans méchanceté, mais fermement. Oui, et je dis, et je suis toujours sa mère. Mais être une mère ne signifie pas que je suis sa victime. Les chuchotements n'ont jamais cessé, mais ils ne me transperçaient plus. Ils n'étaient plus qu'un bruit de fond, les murmures de ceux qui sont trop timides pour prendre leur propre position. Ce qui comptait, c'est que j'avais récupéré quelque chose de plus important qu'une maison, plus important que des comptes ou des papiers. J'avais récupéré moi-même, ma dignité, ma voix. Et si cela signifiait vivre sans lui, alors soit, parce que parfois, la vérité la plus cruelle est la plus claire. Tous les enfants ne grandissent pas en se nourrissant de l'amour que vous leur versez. Certains le prennent et le tordent jusqu'à ce qu'il devienne une chaîne autour de votre cou. Et quand cela arrive,
Vous pouvez soit les laisser vous entraîner vers le fond, soit couper la chaîne et respirer librement. J'ai choisi la liberté. Vous êtes resté avec moi à travers la tempête. Et pour cela, je vous remercie. J'ai perdu une maison. J'ai perdu le fils en qui je croyais autrefois. Mais j'ai trouvé quelque chose que je ne réalisais pas avoir égaré, moi-même. La force ne rugit pas toujours. Parfois, elle est assise tranquillement à une table de bibliothèque, remplissant des formulaires pendant que le monde pense que vous avez disparu. Si vous retenez quelque chose de mon histoire, que ce soit ceci. Le sang n'est pas toujours la loyauté, et l'amour ne signifie pas la reddition. Vous avez le droit de vous protéger, même de ceux que vous avez bercés autrefois. Alors je vous le demande maintenant, à vous qui écoutez, avez-vous déjà fait face à la trahison de la part de quelqu'un en qui vous aviez le plus confiance? Partagez-le avec moi ci-dessous. Nous sommes des inconnus ici, mais en vérité, nous portons les mêmes blessures. Je vous laisse avec ceci. Le pardon est peu, être saint, mais la survie est nécessaire. Et parfois, se choisir soi-même est l'acte de foi le plus grand.